Chaque homme est propriétaire de sa propre personne. Aucun autre que lui-même ne possède un droit sur elle. Le travail de son corps et l'ouvrage de ses mains lui appartiennent en propre. Il mêle son travail à tout ce qu'il fait sortir de l'état dans lequel la nature l'a laissé et y joint quelque chose qui est sien. Par là, il en fait sa propriété. Cette chose étant extraite par lui de l'étang commun où la nature l'avait mise, son travail lui ajoute quelque chose qui exclut le droit commun des autres hommes. C'est une citation de John Locke, un philosophe anglais reconnu comme l'un des plus importants contributeurs au concept de propriété privée, un siècle avant la Révolution française de 1789. Il prônait déjà la séparation des pouvoirs et la neutralité de l'État. Sa vie a été un combat philosophique acharné pour la liberté politique et économique. Selon lui, la propriété est d'une grande importance, comme la vie ou la liberté. Si on ne possède pas de droit de propriété sûr, on est dépendant des rois ou des seigneurs dans le passé et maintenant des gouvernements. Difficile donc d'être libre et en même temps dépendant. Vous l'aurez compris, nous partons en voyage autour du concept de propriété privée, un des socles fondateurs de nos sociétés. Le paradoxe est que nous vivons à une époque où on ne réfléchit plus vraiment à son importance. Pire, on observe même un déclin. Les taxes sont de plus en plus élevées, les règlements et les paperasses bureaucratiques deviennent un cauchemar. La politique gouvernementale prend de plus en plus le dessus, elle remplace la propriété privée et le système de marché qui vient normalement avec. C'est comme si la propriété de l'État devenait plus importante que la propriété privée. Nous verrons justement la tournure que prend notre société vis-à-vis de ce concept. Restez avec nous jusqu'à la fin. Vous êtes sur Money Radar, installez-vous confortablement pour ce voyage avec votre boisson préférée et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ce serait dommage de passer à côté du dossier brûlant qui arrive dans les jours à venir. Nous jouissons aujourd'hui d'une société développée et c'est grâce aux architectes de notre civilisation pour qui la protection de la propriété privée était essentielle. Sans elle, pas de liberté. Mais avant de retourner dans l'histoire, mettons-nous d'accord. Qu'évoque-t-on quand on parle de propriété privée? Si l'on se réfère à la terre, au foncier donc, il y a 3 types de propriété, communale, privée et étatique. Le premier type de propriété correspond à une ressource que tout le monde peut utiliser. Personne ne possède la ressource à lui tout seul, donc personne ne peut dire aux autres ce qu'ils peuvent faire ou non avec. Comme chacun ne paye pas vraiment de frais pour utiliser la ressource, tout le monde est encouragé à l'utiliser avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Cela crée une situation où la ressource est mal gérée. Même si ça pourrait plaire à un utopiste au premier abord, ça ne marche pas vraiment. Si les gens ne sont pas vraiment responsables de leurs actions, ça finit par être un véritable gâchis. C'est ce que l'on appelle « the tragedy of the commons » en anglais, et cela peut être économique ou même écologique. Prenons un exemple, l'époque des chasseurs de bisons au début de la conquête de l'Ouest. Chaque chasseur savait que s'il ne capturait pas un bison aujourd'hui, quelqu'un d'autre le ferait à sa place. Parce qu'il n'y avait pas de propriété privée, personne ne se souciait vraiment de l'avenir des bisons ou sur quelle terre ils chassaient. Résultat, une chasse massive qui a conduit à la disparition des bisons dans certaines régions et à un moment donné. La propriété privée est différente. Chacun a le droit exclusif de contrôler, de profiter, de transférer sa propre propriété tant qu'on ne fait pas de mal à la propriété du voisin. D'où l'adage « ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre ». Même si certaines personnes pensent que la propriété privée rend les gens égoïstes, en réalité, elle est plutôt là pour protéger les gens contre l'égoïsme des autres. Elle nous protège légalement contre le fait que quelqu'un d'autre vole, menace ou trompe pour s'approprier les biens d'autrui. Et enfin, la propriété étatique ou gouvernementale, qui prend différentes formes. Soit le gouvernement possède directement des biens, soit il les contrôle indirectement à travers des taxes et des règlements, même si ces biens appartiennent techniquement à des individus privés. Si quelque chose est propriété de l'État, tout le monde ne peut pas l'utiliser comme bon lui semble. Contrairement à la propriété communale, à laquelle tout le monde peut accéder, la propriété gouvernementale est réservée à des parties spécifiques. C'est le processus politique qui décide qui peut utiliser quoi, comment et dans quelles conditions. En gros, la propriété gouvernementale met le pouvoir de décision entre les mains des responsables politiques plutôt que de laisser le libre choix aux propriétaires privés. Au XVIe siècle en Europe, la population augmente et les terres deviennent de plus en plus rares. La façon dont les terres sont gérées change aussi. À l'époque, la propriété communale pose trop de problèmes comme le surpâturage, alors on commence à clôturer les terres. Dans le même temps, la technologie militaire évolue, ce qui a ouvert la voie aux États-nations qui prennent le relais des anciens systèmes féodaux pour assurer la protection. En parallèle, il y a aussi la réforme qui se propage en Europe. Des gens comme Martin Luther et Jean Calvin remettent en question certaines pratiques de l'Église et proposent de nouvelles idées sur la foi chrétienne. De nouvelles branches du christianisme voient le jour, comme le protestantisme. Elles ont eu un impact énorme sur les sociétés européennes. Au XVIIe siècle, les idées selon lesquelles chaque individu a des droits naturels qui ne devraient jamais être violés par qui que ce soit commencent à devenir populaires.
C'est dans ce contexte que des personnes comme John Locke et David Hume ont commencé à réfléchir sérieusement à la liberté humaine, à la propriété privée et au rôle du gouvernement. Ils propagent l'idée selon laquelle tous les individus, et pas seulement les nobles, ont droit aux fruits de leur travail et à la jouissance de leurs biens. Ces deux philosophes ont eu une grande influence. Ils ont permis de montrer qu'il n'y a pas de liberté sans propriété privée, tout en expliquant que la fonction du gouvernement est justement de protéger et sécuriser les biens des individus contre les voleurs. Le gouvernement est donc tout aussi essentiel. Ces premiers intellectuels ont rapidement pris conscience de l'interdépendance entre la liberté personnelle et le droit de propriété. C'est aux États-Unis que cette pensée va notamment se développer avec James Madison. C'est l'un des principaux auteurs de la Constitution américaine. Le travail et l'épargne sont le fondement de la propriété physique. Sans biens matériels, les individus seraient incapables d'accumuler les fruits de leur travail ou de transmettre des cadeaux à leur famille et à leurs proches. Nier les droits d'une personne sur des biens acquis honnêtement, donc sans violence, vol ou fraude, équivaut à refuser à une personne les fruits de son travail. John Adams, deuxième président des États-Unis qui succède à George Washington, déclare « Dès l'instant où l'idée est admise dans la société que la propriété n'est pas aussi sacrée que les lois de Dieu et qu'il n'existe pas de force de loi ni de justice publique pour la protéger, l'anarchie et la tyrannie commencent. » Sans la protection de la propriété privée, les autres droits n'auraient que peu de sens. Donc, lorsque l'on chérit les libertés, que ce soit pour soi ou pour autrui, le concept même de propriété privée est la pierre angulaire, là où tout repose, avec un gouvernement qui a pour rôle de tout faire pour que ce droit soit respecté. En effet, la théorie économique indique que la propriété privée est la base d'une utilisation efficace des ressources pour une croissance économique rapide. Il faut bien avoir une carotte pour se bouger et entreprendre des activités productives et utiles. Le but étant d'utiliser judicieusement les ressources et d'améliorer les processus pour faire les mêmes choses de manière moins coûteuse. On peut trouver plusieurs raisons pour lesquelles un système de propriété privée bien établi et sûr aide à faire avancer l'économie. Premièrement, une gestion optimale des ressources est encouragée. Aristote le formulait déjà il y a 2300 ans. On prend moins soin de ce qui est commun à beaucoup, car tous les hommes accordent plus d'importance à ce qui leur est propre qu'à ce qu'ils possèdent en commun avec les autres. On en fait facilement le constat. Quand on détient quelque chose, on va faire plus attention. Si on le dégrade, c'est nous-mêmes qui mettons la main à la poche pour le réparer. En améliorant sa propriété, on lui donne plus de valeur et on se retrouve gagnant en le revendant. C'est d'ailleurs pour cela que les maisons privées sont souvent mieux entretenues que les bâtiments publics. On fait aussi ce constat dans de nombreuses toilettes publiques. Elles sont bien souvent dégoûtantes. Deuxièmement, la propriété privée rend les gens responsables de leurs actes et favorise ainsi le bien-être général. Adam Smith a mis cela en lumière il y a longtemps. Cette responsabilité met en harmonie l'intérêt individuel et le bien-être social. Lorsque les individus font quelque chose de positif qui profite aux autres, ils peuvent en tirer des bénéfices. Et inversement, si une entité pollue une rivière, elle sera tenue responsable et elle paiera les coûts de nettoyage. Les incitations économiques des individus et ceux de la communauté dans son ensemble sont donc alignés dans un tel système. Troisièmement, l'utilisation des ressources se fait de manière plus avantageuse pour les autres. Lorsque les droits de propriété privée sont protégés, on vend des services productifs en échange de revenus. Le processus d'échange conduit à des gains mutuels issus de la spécialisation, de la division du travail et des méthodes de production de masse. C'est le principe du gâteau. Plus les partenaires économiques sont encouragés à générer des gains mutuels, plus la taille du gâteau augmente. L'échange est bien une activité à somme positive. La quatrième raison est l'amélioration des connaissances et des innovations. On a besoin de cet élan pour le progrès économique. Qu'est-ce qui nous différencie des premiers chasseurs-cueilleurs dans le fond ? Eh bien, c'est la quantité de connaissances que nous avons accumulées. D'où l'adage « nous sommes des nains sur les épaules de géants ». Cette accumulation de savoir-faire permet d'obtenir une production par personne plus importante à partir des mêmes ressources disponibles qu'à l'époque de nos ancêtres. Personne ne peut tout connaître, et le génie humain provient souvent de sources inattendues. Faire partie d'une élite ne signifie pas que vous êtes intelligent. La propriété privée et la liberté économique donnent à chacun sa chance. Tous, nous pouvons apporter nos talents, nos idées, notre perception du monde au processus de production. Une économie libre est un puissant catalyseur à l'innovation et à l'amélioration des connaissances. Enfin, dernière raison, la conservation des ressources pour l'avenir. Dans ce type d'économie, la valeur marchande actuelle d'une propriété reflète les revenus futurs attendus. Donc quand la valeur actuelle est plus précieuse que son utilisation immédiate, la ressource est préservée. Si le prix du baril de pétrole augmente de 7% par an, les propriétaires de la ressource sont incités à garder cette ressource. Sachant que le taux d'intérêt directeur fixé par les banques centrales est inférieur à 7% dans notre exemple. Pour que tout cela fonctionne, une caractéristique est essentielle. Il faut que la propriété privée soit transférable. Pouvoir transférer son droit de propriété à quelqu'un d'autre incite à améliorer son bien et à l'entretenir, quel qu'il soit. Si on achète une voiture sans pouvoir la revendre, pas certain que la vidange soit bien faite dans les derniers instants d'utilisation de la voiture.
Dwight Lee, professeur d'économie à l'université George Mason, nous dit « Aucune institution sociale ne fait plus pour motiver les décideurs actuels à agir, comme s'ils se souciaient de l'avenir, que l'institution de la propriété privée. » Ça ne va pas plaire aux catastrophistes qui nous annoncent la fin du monde à cause du capitalisme associé à la propriété privée. Mais c'est qu'il y a une incompréhension de l'éthique de conservation du marché. Si l'on venait à manquer d'arbres, le prix du bois augmenterait et on se mettrait tous à planter des arbres, tout en cherchant des substituts en attendant que la ressource soit renouvelée. Maintenant, quel est le bilan économique d'un système basé sur la propriété privée? C'est tout simplement l'amélioration du niveau de vie. Nous en profitons tous, même ceux qui partagent leurs expériences minimalistes sur les réseaux sociaux avec un smartphone dernière génération. Pour la première fois de l'histoire, des millions d'êtres humains ont atteint un niveau de vie bien supérieur au niveau de subsistance. L'histoire économique de l'Occident est une histoire de progrès qui dépasse même l'imagination des ancêtres qui ont permis ce système. Des machines ont été développées pour améliorer notre capacité de production agricole et à transformer les ressources en biens manufacturés. Le pétrole, l'électricité puis l'énergie nucléaire ont remplacé l'énergie humaine et animale comme principale source d'énergie. Finalement, nous avons découvert comment construire des moteurs qui ont révolutionné notre capacité à propulser les machines et à transporter des personnes et des marchandises. Aujourd'hui, l'informatique avec Internet nous permet de communiquer et d'apprendre de manière exponentielle. Ce système que nous connaissons n'est pas tombé du ciel et ce bond en avant n'aurait pas été possible sans le système de propriété privée. Phelps Brown, un économiste anglais, a montré que le revenu réel d'un commerçant typique est resté quasiment le même entre 1200 et 1800, donc pendant 6 siècles. Le bond en avant commence il y a à peine 250 ans, justement avec les nouvelles idées sur les droits de propriété et le rôle du gouvernement comme garant et protecteur de ces droits. Ces faits historiques nous apprennent aussi une chose. Quand le processus politique remplace les mouvements naturels des marchés, on termine avec autant d'inégalités et plus de pauvreté. Ça ne veut pas dire que le gouvernement est inutile, bien au contraire. Sans l'ordre, il n'y aurait pas de liberté, mais il faut avoir conscience des dérives possibles. La politique a tendance à regarder à court terme. Les politiques vont se concentrer sur la prochaine élection pour être réélus en omettant de voir les coûts de leur politique qui s'observent plus sur du long terme. Comme ils ne subissent pas directement les coûts au-delà de leur mandat, ils vont davantage choisir des alternatives attrayantes, même si les effets sont inefficaces ou même délétères. Un homme d'État devrait davantage penser à la prochaine génération qu'à la prochaine élection. On le voit de plus en plus, le processus politique tente à encourager la redistribution plutôt que la production, et cela induit un déséquilibre. Les gens vont essayer d'obtenir des avantages du gouvernement pour eux-mêmes. Les entreprises et les groupes d'intérêt vont investir beaucoup de temps et d'argent pour convaincre le gouvernement de faire des lois qui les avantagent, au lieu de se concentrer sur comment aider les autres en échange d'argent. Cela devient plus une affaire de « donne-moi cet avantage et je te donnerai mon vote ». Plus une société compte sur les impôts, les aides et les règles pour décider qui reçoit quoi, moins elle se concentre sur l'économie. On ne pense plus à faire grandir le gâteau. Chacun veut prendre la plus grosse part possible pour soi, au détriment des autres. Notre époque est justement caractérisée par le développement de l'État au détriment de la propriété privée. Regardez, en France, les dépenses publiques totalisent désormais près de 60% de notre revenu national. C'est considérable, et cet État-providence ne pourra pas se maintenir ni même s'améliorer avec de telles dépenses. Ces dépenses créent très peu de croissance et la dette publique explose. Est-ce ainsi qu'on se soucie des générations futures? Cette présence d'un État prédominant est-elle synonyme d'une liberté individuelle plus sûre, de moins de conflits sociaux, ou encore d'une déconcentration du pouvoir dans les mains de certains? Le constat actuel nous montre que non, c'est même le contraire. La propriété privée recule dans le même temps. Or, dans notre Constitution, un article érige le droit de propriété en un droit constitutionnel. Aucune loi ne peut normalement lui porter atteinte. Alors, pourquoi la loi Laglaise proposée en 2019 ? Sous couvert de se loger mieux et moins cher, l'article 2 prévoit la création d'organismes publics dont l'activité serait d'acheter et de gérer des terrains avec ou sans maison. Un particulier pourrait ensuite acquérir ou faire construire un bien sur ce terrain, c'est-à-dire devenir propriétaire des murs, mais pas du sol. Il sera loué pour quelques euros mensuels. Dire que cette loi marque la fin de la propriété privée en France serait faux, mais c'est davantage la tendance qui compte. De plus en plus, on va vers un modèle de locataire permanent plutôt que d'être véritablement propriétaire. On se dirige vers un démembrement du droit de propriété en faisant une distinction entre la propriété du bâti et celle du terrain. L'interventionnisme de l'État va de pair avec un profond recul du droit de la propriété, et cela ne s'observe pas seulement avec l'immobilier. On est dans une accumulation de réglementations et de fiscalité qui ne font que conduire à une stagnation économique. La récente proposition de Gabriel Attal de venir taxer les rentes, la loi Sapin 2 sur la possible saisine sur les comptes bancaires supérieurs à 100 000 €, les normes énergétiques de plus en plus drastiques, on pourrait faire une liste à la Prévert de tout ce qui fait reculer un des droits essentiels de notre Constitution. Dites-nous dans les commentaires si vous avez des exemples qui vont dans ce sens. La mainmise sur la vie du plus grand nombre est conférée à une petite poignée de personnalités politiques. L'une des vertus majeures de la propriété privée est justement sa capacité à freiner cette concentration excessive du pouvoir économique entre les mains d'une minorité.
Elle est donc l'ennemie de la tyrannie et de l'usage abusif du pouvoir. Les droits de propriété ne concernent pas les rapports entre les hommes et les choses, mais les rapports entre les hommes. Cette proposition est tout aussi vraie aujourd'hui qu'elle l'était il y a quelques centaines d'années, à l'époque de John Locke. Nous l'avons vu, si nous vivons dans le monde tel que nous le connaissons et que nous avons vécu une telle amélioration de nos conditions de vie, c'est grâce à un système fondé sur la propriété privée. Alors faites passer le message en partageant cette vidéo, et si elle vous a plu, n'oubliez pas un petit like et je vous invite à continuer la discussion dans l'espace commentaire. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, on se dit à très bientôt sur Money Radar.